J'espère que tout roule pour vous, que la santé est au rendez-vous. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur une histoire, un dossier brûlant, un cas des plus révélateurs. Une enquête en cours qui met en lumière, comme jamais, le grand écart abyssal, osons le mot, entre l'Algérie telle qu'elle est réellement et celle que nous dépeignent avec beaucoup d'art oratoire les beaux parleurs du pouvoir. Ces discours suaves, calmants, presque hypnotiques. Pour reprendre un français assez complexe, non pas complexe, disons plutôt raffiné, lénifiant, cela désigne tous les propos qui endorment, qui apaisent, qui manipulent. Les propos, les discours ou les promesses qui tentent de calmer, d'adoucir, de manipuler la population. Tout va bien, nous luttons contre la corruption, c'est terminé. La relation entre la politique et le pouvoir de l'argent sale, c'est fini. L'influence, les mauvaises influences affairistes sur l'argent en Algérie, sur la politique. Nous luttons sincèrement contre la corruption. Il faut savoir que la lutte contre la corruption a été le cheval de bataille d'Abdelmadjid Tebboune. Tebboune a construit son mythe et sa légitimité sur sa supposée lutte acharnée, sincère et déterminée contre la corruption. D'ailleurs, c'est pour cela que, lors de la Constitution de 2020, a été créée une institution importante qui s'appelle la Haute Autorité de transparence de prévention et de lutte contre la corruption. C'est une institution qui a été créée dans le cadre de la Constitution de 2020, celle adoptée à l'époque d'Abdelmadjid Tebboune. Une institution qui est chargée de contrôler, de renforcer la gouvernance et d'assurer l'intégrité des institutions étatiques pour lutter contre la corruption. Il y a la loi du 22-22 du 5 mai 2022 qui a été promulguée pour mettre en place officiellement l'organisation, la composition et les attributions de cette institution, la Haute Autorité de transparence, de prévention, de lutte contre la corruption, dont personne ne parle en Algérie, qui est très peu connue en Algérie. Et récemment, il y a un décret présidentiel numéro 23-4 du 27 juin 2023 qui a été publié, qui précise les structures opérationnelles, les modalités de fonctionnement de cette institution, et qui complète donc la loi de 2022 pour expliquer le fonctionnement et le rôle de cette institution. Elle est située à Alger, elle a un siège à Alger, et cette institution, la Haute Autorité de transparence, de prévention, de lutte contre la corruption, son rôle est donc de lutter contre la corruption, d'améliorer la gouvernance par la transparence et de veiller sur la gestion transparente, équitable et honnête des affaires publiques. Et depuis 2022, depuis juillet 2022, cette institution est dirigée par une certaine Madame Salima Sarati, qui est officiellement la présidente de cette institution, à savoir la Haute Autorité de transparence de prévention et de lutte contre la corruption. On l'appelle officiellement la Haute Autorité de transparence de prévention et de lutte contre la corruption. La Haute Autorité de transparence de prévention et de lutte contre la corruption comme diminutif. Cette dame complètement méconnue, elle n'a pas été choisie parce qu'elle est très connue en matière de lutte contre la corruption, en matière d'intégrité ou en matière d'honnêteté. J'espère qu'elle est honnête. J'espère qu'elle est honnête. En tout cas, quand nous avons commencé à enquêter sur cette autorité, on est forcé quand on enquête sur une institution. Parce qu'il y a pas mal d'institutions en Algérie qui existent, qui sont même proclamées, citées et encadrées par des articles de la Constitution, c'est-à-dire la loi fondamentale du pays. Ces institutions bénéficient d'un budget, sont financées par l'argent public, ont des moyens, ont des équipes, des moyens humains, des moyens matériels, et on leur demande de réaliser un travail. Et la lutte contre la corruption, c'est un travail important, effectivement. Donc, quand on s'intéresse à une institution,
on est obligé de s'intéresser aux personnalités qui dirigent ces institutions ou cette institution. Donc je signale, comme toujours, que je n'ai aucun problème personnel avec Madame Sarati. Que nous avons ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de sa nomination, son bilan, et surtout sa relation controversée et douteuse avec certains responsables du pays. En réalité, Salima Sarati, quand on prend sa biographie officielle, elle est née en 1975 à Havran, une localité de Blida. Je connais très très bien parce que j'ai fait mon cursus universitaire à l'université de Souma de Blida. Donc, je salue particulièrement la population de Blida que j'aime beaucoup. Havran, c'est à quelques kilomètres de Blida. C'est une ville importante de la wilaya de Blida. Elle a une licence en droit administratif en 1998. Ensuite, elle a fait le certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour devenir avocate en 1999 à l'université d'Alger. Ensuite, elle a eu un magistère en droit avec pour thème le fonctionnement du Conseil constitutionnel. On va dire qu'elle est beaucoup plus connue comme étant une constitutionnaliste. Elle s'est spécialisée dans le fonctionnement du Conseil constitutionnel qui existait en Algérie avant la création depuis 2020 de la Cour constitutionnelle. Par la suite, elle a fait des études aux universités de voix orthographe incertaine, semble mal dictée. Ensuite, elle a commencé à enseigner directement à l'université de Blida 2. À Blida, il y a 2 universités. Blida 1, c'est là où j'ai étudié. Et l'université qui a été créée en 2013 au niveau d'Havran, dans un autre pôle universitaire, à l'époque de Bouteflika, un très joli pôle universitaire, Havran, qui s'appelle l'université Ali Lounissi. Donc elle a commencé par enseigner, ensuite elle est devenue présidente. Elle est enseignante. Elle aurait été nommée professeure très rapidement quand même parce que pour devenir professeur, il faut avoir une grande expérience. Mais peut-être que c'est une excellente universitaire. Je ne remets pas du tout en cause ses compétences universitaires. D'ailleurs, on ne va pas remettre en cause durant cette émission ses compétences. On va se poser des questions sur son train de vie. Vous allez tout comprendre. D'abord, continuons sa biographie. Donc, elle a enseigné comme professeure à l'université de Blida 2. Elle a présidé des commissions scientifiques de cette université jusqu'en 2018. Ensuite, elle a été désignée membre du Conseil constitutionnel à l'époque d'Abdelaziz Bouteflika. Donc, elle était déjà membre du Conseil constitutionnel. Ce même Conseil constitutionnel qui n'a pas dit non au 5e mandat ni au 4e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Ce n'est pas grave, et qui n'a pas été extrêmement efficace pour protéger la constitution algérienne contre les prolongements souvent arbitraires et abusifs du régime de Bouteflika. Juste en octobre 2019, en pleine crise politique, elle a représenté l'Algérie au niveau de la Commission européenne pour la démocratie qui s'appelle la Commission de Venise. C'est un organe étranger lié à l'Union européenne. Ensuite, elle s'est spécialisée toujours dans le droit constitutionnel. Et elle aurait été même formatrice au niveau de l'Institut des droits de l'homme de la Commission consultative nationale pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Suisse. Alors, travailler en Suisse, bon. Il s'avère que Madame Sarati dirige donc depuis 2022 la haute autorité, je dis bien la haute autorité de lutte et de prévention contre la corruption. Mais elle-même, ce qui est étrange dans cette affaire, elle a toujours été enseignante universitaire. Donc les salaires des enseignants en Algérie sont très très faibles. Même quand on est professeur, c'est quoi ? 20 millions, 15, 30 millions, primes, etc. Avec certains professeurs, les professeurs de médecine en Algérie, c'est-à-dire ceux qui enseignent à la faculté de médecine et ceux qui exercent dans les hôpitaux. Donc ils ont des salaires supérieurs aux ministres. En Algérie, cela peut aller entre 50 et 60 millions. Mais les autres professeurs, c'est-à-dire qu'ils sont payés, ils ont un salaire,
et ils sont rémunérés en fonction de l'encadrement des thèses et des mémoires des étudiants. Ils peuvent atteindre les 30 millions. Cela peut atteindre les salaires des ministres, 30 millions, 25 à 30 millions. Mais les professeurs de médecine sont très bien payés. Cela reste quand même du dinar. Son mari, parce que c'est Imam Zarati, ce n'est pas son nom de femme. Elle, cela, je crois, c'est Jabbar, son nom d'époux. C'est Jabbar, voilà. Salima Zarati, son nom de jeune fille. Son nom de famille, c'est Jabbar. Donc son mari, monsieur Jabbar, est un colonel de la gendarmerie algérienne. Alors un couple de fonctionnaires. Il ne mérite que nos encouragements naturellement et que nos félicitations. Sauf que quand on dirige la haute autorité de transparence et de prévention de lutte contre la corruption, on se doit d'être d'abord exemplaire et on se doit d'être transparent sur ses propres revenus avant de demander la transparence et de juger ou de douter des revenus des autres dirigeants du pays ou des autres personnalités politiques ou publiques du pays. Madame Zarati, son mari donc, 2 fonctionnaires, ont un appartement dans une résidence luxueuse située entre Birkadem et Saïd Hamdine, qui s'appelle la résidence Al-Jinan. C'est une résidence très luxueuse. Ce sont des résidences en duplex, des appartements de 3 à 5 pièces en duplex. C'est une résidence de 70 appartements qui offre vraiment énormément de commodités. Un cadre de vie très privilégié, pour ne pas dire très luxueux. C'est l'une des résidences les plus luxueuses de la capitale Alger. La résidence Al-Jinan, elle a été construite par un promoteur immobilier qui est connu, qui s'appelle AMK Promotion. C'est monsieur Habash, très connu. Je ne sais pas si vous connaissez monsieur Sofiane Habak, qui est l'un des promoteurs les plus connus de la capitale Alger, qui fait des résidences, ici ils sont spécialisés dans les résidences de luxe. D'ailleurs, cela fait plus de 30 ans qu'il est dans la promotion immobilière et s'est spécialisé vraiment dans les réalisations prestigieuses. Vraiment, je pense que sans aucune exagération, vous pouvez aller voir sur place entre Saïd Hamdine, plus exactement situé à Telemli et Belhadj. Vous avez une résidence avec un parking souterrain, moderne, vidéophone, des salles de bain équipées, des cuisines bien équipées, luxueusement équipées, ascenseur réservoir, d'eau vidéosurveillance et agents de gardiennage. C'est une résidence haut de gamme parmi les résidences, dont la spécificité, c'est qu'elle est composée pratiquement uniquement d'appartements en duplex, ce qui coûte très cher. Selon nos investigations, l'appartement occupé par Madame Salima Mati, son mari, le colonel Jabbar, c'est un appartement qui vaut plus de 10 milliards de centimes. C'est un appartement qui vaut plus de 10 milliards de centimes, c'est-à-dire plus de 66 000 euros, selon le taux de change officiel, plus de 350 000 euros, selon le taux de change parallèle. La question qu'on se pose quand on a été uniquement fonctionnaire, son mari a été uniquement colonel de la gendarmerie, ce ne sont pas des salaires de fou, comme on dit. En dinars, c'est de la gendarmerie d'entre 15 et 20 millions. Et elle enseignante à l'université plus professeur, on va dire dans les 30 millions. Allez, on va exagérer 40 millions. Tous les deux, 60 millions. On va dire, il y a encore le colonel, mais pas 20 millions. Franchement, prime, etc. En ce moment, récemment, avec des augmentations, etc., il va dépasser, on va dire, la moyenne du revenu 60 millions. Cela fait par mois, on va dire par an, 100 millions, même pas 1 milliard par an. Comment ont-ils vécu auparavant ? Ils ont eu leur vie, ils ont dépensé. Il faudrait pour acheter un appartement au-delà de 10 milliards. Ça, c'est une évaluation minimaliste. Parce qu'un appartement 5 pièces en duplex dans cette résidence peut atteindre les 13 milliards de centimes. C'est la valeur du logement selon nos investigations occupée par la présidente de la Haute Autorité de Transparence de Prévention et de Lutte contre la Corruption.
sa valeur est entre 10 et 13 milliards de centimes. C'est quand même énorme pour des fonctionnaires algériens. Même si Madame Salima Mati aurait eu quelques missions à l'étranger, a-t-elle été payée? A-t-elle quelques devises qu'elle a économisées? Est-ce qu'elle a eu de l'argent qu'elle a pu économiser? A-t-elle fait un crédit bancaire pour acquérir cet appartement luxueux? Je dis bien, c'est un appartement très luxueux. Généralement, les responsables de l'État algérien, ils sont logés avec le départ. Ça c'est normal, c'est le logement de l'État. C'est le logement de l'État, c'est un logement de fonction. Les ministres, certains secrétaires généraux, certains hauts de l'État, certains généraux, certains responsables, certains patrons des services de sécurité sont logés à Club des Pins. Ça c'est l'État qui prend en charge Club des Pins. Al Jinan, elle est plus luxueuse que Club des Pins. Bon, elle est plus luxueuse entre guillemets. Club des Pins, c'est une résidence d'État. Donc la comparaison n'est pas vraiment intelligente parce que dans l'État, vous avez un service sécurité particulier, c'est l'État qui veille, vous avez un service de cuisine, vous avez un service d'hygiène, tout est pris en charge par l'État. Et à Club des Pins, vous avez la plage, vous avez un accès à une plage privée, etc. Et quelques équipements privés destinés uniquement des salles de sport, tout ça, des équipements, et même une thalassothérapie en cours de préparation, etc., qui était un projet qui a été lancé. Il y a des infrastructures sportives qui sont destinées aux occupants de la résidence d'État de Club des Pins, qui regroupe Club des Pins et Moretti. Il y a même dans ce périmètre des propriétaires privés qui avaient leur propre villa, leur propre logement qu'ils ont acheté. D'autres, ce sont des anciennes villas coloniales de Moretti. La majorité des autres logements, ce sont ou des chalets ou des villas construits par l'État et occupés et dirigés par une centaine. J'ai déjà donné les chiffres, on a déjà parlé de la résidence d'État, c'est plus d'une centaine de logements, etc. On a donné les chiffres exacts, on pourra les ressortir. Ce n'est pas ça le sujet. La résidence Al Jinan, c'est une résidence privée intimiste, etc., destinée uniquement aux plus riches. C'est vraiment une résidence haut de gamme. C'est un cadre privé. Donc ce n'est pas l'État qui prend en charge le logement de fonction. Ce n'est pas un logement de fonction. Elle est propriétaire, cette responsable, d'une autorité de lutte contre la corruption, de la haute autorité de lutte contre la corruption et pour la transparence dans notre pays. Nous, on est en train de mener une enquête. Et comme elle ne va pas nous répondre, parce que malheureusement, les responsables du régime Tebboune, dès que Algérie parte les contacts, ils ont pour instruction de ne jamais répondre, parce qu'on est considérés comme les ennemis du pays, pas les ennemis du régime. Ils ne veulent pas nous répondre alors que notre question est très légitime. Donc, je profite de cette occasion, puisque je ne peux pas... Elle ne va pas répondre à mes courriels, elle ne va pas répondre à mes appels, etc. Donc, je demande à Salima Mati et à son mari, le colonel Jabar, de nous expliquer comment ils ont pu avoir de l'argent pour acheter un appartement, un duplex luxueux, dans une résidence luxueuse et très haut de gamme qui s'appelle la résidence Al Jinan, qui est l'une des résidences les plus chères de la capitale Alger, dans les logements qui peuvent te coûter de 9-10 milliards jusqu'à 13 milliards selon la nature des équipements et le nombre de pièces. Alors comment celle qui dirige l'institution de lutte contre la corruption est-elle elle-même à la tête d'un patrimoine qui soulève des questions? Si elle avait des entreprises, si elle était entrepreneuse, si elle avait fait du commerce, je peux comprendre. D'accord, franchement, si son appartement valait 5 ou 6 milliards, je me serais dit, voilà, elle a travaillé, elle était bien payée, elle et son mari colonel, ils ont économisé, ils ont fait un crédit immobilier ou ils ont acheté cet appartement. Je n'aurais rien dit, j'aurais trouvé cela tout à fait normal. Quand tu es enseignant à l'université 15 à 20 millions, depuis les années 2000, on va dire, depuis les années 2000, voilà, durant les années 2000, en 10 ans, tu fais
Tu peux accumuler un capital, tu fais 1 milliard ou 2, tu fais un crédit immobilier. Le reste, la banque le finance et tu achètes un appartement 5-6 milliards. Un bien à 5, mais un bien à plus de 10 milliards, jusqu'à même 13 milliards. Il faut avoir des moyens, il faut avoir vraiment une petite fortune. La banque, sauf s'il y a eu des interventions, ne va pas te donner un crédit à 10 milliards. Si tu n'as pas un apport important, au moins de 2 ou 3 milliards, etc. Et même pour donner une idée aussi importante, c'est que vraiment il faut des connaissances, où il y a eu du favoritisme, où il y a eu de l'argent accumulé dans des conditions douteuses et suspectes. Ça, ce sont des questions légitimes. Ce ne sont pas des accusations. Je n'ai pas la preuve. Je ne dis pas que Madame c'est l'imam Salati et son mari le colonel JBA sont corrompus. Je ne le dis pas. Les soupçons sont encore plus avérés et plus légitimes. Lorsqu'on sait que Madame Salati a été nommée par BAM le directeur de cabinet Abdido. Un homme très connu et impliqué dans pas mal d'affaires de corruption et d'enrichissement illicite et qui a un penchant pour les affaires et pour ses relations sulfureuses avec l'argent douteux, l'argent suspect. Il est fortuné. Bon, on a déjà parlé de son patrimoine à Orange, de ses villas, de ses relations avec certains présidents directeurs généraux d'entreprises étatiques, avec certains patrons, certains hommes d'affaires. Il est d'ailleurs chargé lui-même, en tant que conseiller de Tebboune, il est l'interlocuteur des investisseurs étrangers et nationaux, les sociétés algériennes et étrangères, pour gérer leurs litiges ou leurs problèmes qu'ils rencontrent, et les blocages qu'ils rencontrent dans leurs investissements en Algérie. Donc c'est quelqu'un, alors simple magistrat, une villa qui a été achetée par son ami, l'ancien promoteur immobilier Ben Milissa, qui lui a payé cela une dizaine de milliards pour une villa qui ne valait même pas la moitié du prix pour lequel ce promoteur immobilier, la somme que ce promoteur immobilier, qui est aujourd'hui à l'étranger, en fuite à l'étranger, depuis pratiquement une année, il a versé quand même un prix très cher. Donc Bem, il est connu sa relation affairiste avec Toufi Kakar, l'ancien patron de Sonatrach, sa relation avec Kamel Moua et pas mal d'hommes d'affaires algériens. Bohème est très connu, le train de vie de son fils Nourdine en Espagne, en France, et ici, un train de vie insolent et luxueux. Bon, on l'a déjà épinglé et on a déjà révélé sur lui énormément d'affaires. Son penchant et sa passion pour l'argent et la richesse, elle est avérée. Bien sûr, s'il n'était pas un travailleur de l'État, un haut fonctionnaire de l'État, si tu es un consultant, tu travailles pour toi-même, pour le privé, et tu as une entreprise, fais-toi de l'argent. Moi, je ne suis pas du tout contre. Personne. Tout le monde aime l'argent. Tout le monde a le droit de s'enrichir, sauf quand on travaille pour l'État, comme le cas de Bohem Bolam, qui a lui-même, qui à l'origine c'est lui qui a parrainé, et c'est lui qui est intervenu pour imposer, pour nommer celui qui a proposé Salati à la tête de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption. Quand on est fonctionnaire de l'État comme c'est Salam Bon, on se doit d'être exemplaire et on se doit de fournir des preuves et d'être transparent concernant la provenance de son capital, de son patrimoine personnel et la gestion de son patrimoine personnel. Quand un fonctionnaire de l'État, et on sait que les salaires des fonctionnaires en dinars sont faibles, ne peuvent pas justifier l'accumulation ou l'achat ou l'acquisition de biens immobiliers très luxueux auxquels seulement les fortunés peuvent prétendre. Quelqu'un qui a un appartement de 10 à 13 milliards, c'est quelqu'un qui a déjà un patrimoine, qui a beaucoup d'argent, qui a des capitaux, qui a des rentrées, qui a des revenus conséquents. Parce qu'il n'y a pas que l'achat de l'appartement, il y a la nourriture, il y a les vêtements, il y a les enfants, il y a la voiture, etc. Donc avant de pouvoir avoir un appartement à 13 ou 10 milliards, c'est-à-dire qu'on a déjà de quoi entretenir son train de vie. C'est qu'on a un train de vie princier en Algérie. C'est un train de vie princier d'un fonctionnaire de l'État. C'est douteux, c'est très suspect,
Et cela ne colle pas à la réalité d'un État sobre. Parce que Tebboune veut véhiculer l'image d'un pays d'un État sobre, dirigé par des dirigeants qui sont déconnectés, qui ont divorcé avec l'argent sale, qui sont allergiques à la corruption. Si elle était logée à Club des Pins ou dans un chalet à Club des Pins, je peux comprendre. Mais je suis désolé, un tel bien immobilier, un tel patrimoine soulève des interrogations. Algéripar est en train de poursuivre son enquête. Comme Madame Salimam Salati, comme tous les autres dirigeants du régime, ne veulent pas nous répondre, donc nous on a instauré une tradition. On fait des émissions pour avertir ces dirigeants que nous voulons entrer en contact avec eux, que nous leur posons des questions et que l'opinion publique est prise à témoin. Les Algériens, vous êtes les témoins. Nous avons demandé, nous avons posé des questions et nous avons demandé des explications à Madame Salimam Salati, ce qui est légitime, parce qu'elle est censée elle-même signaler les affaires de corruption et les actes de corruption et les comportements qui peuvent générer de la corruption, et donc de l'atteinte, et donc un usage mafieux de l'argent public. Par exemple, un enrichissement illicite. Et donc cela viole la loi en Algérie. C'est elle la première qui doit faire preuve de transparence et d'honnêteté et nous expliquer comment elle a fait alors qu'elle n'était qu'une enseignante à l'université, alors qu'elle n'était que membre du Conseil constitutionnel. Je ne sais pas, est-ce que les primes, je n'ai pas d'informations, est-ce que les membres du Conseil constitutionnel ont des primes et des salaires très élevés? En tout cas, les salaires des fonctionnaires algériens, 40-30, à tout casser, 50 millions. Comment peut-on obtenir ou acheter un bien immobilier aussi luxueux, un appartement duplex à la résidence Al-Jinan, entre Berkadem et Saïd Hamdine, avec un appartement qui vaut entre 10 jusqu'à même 13 milliards, valorisé aujourd'hui de 10 à 13 milliards de centimes, quand même plus de 6 600 € pour un fonctionnaire algérien. Cela me paraît très douteux et très suspect. Ce n'est pas de la diffamation ni de l'injure, c'est juste une enquête des investigations légitimes, et ce sont des questions légitimes qui méritent une réponse de la part de la présidente de la Haute Autorité de lutte et de prévention contre la corruption en Algérie.